Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante et souvent ignorée de l'histoire américaine, celle de la Chinese Hand Laundry Alliance, et la façon dont la justice pénale a interagi avec cette communauté d'immigrés chinois aux États-Unis. À travers cette exploration, nous verrons comment une forme de résistance organisée face à l'injustice légale a pris forme, comment l'économie et la société américaine du début du XXe siècle ont façonné leur destin et comment la justice pénale a parfois été un outil de persécution plutôt que de protection. Au XIXe siècle, après la ruée vers l'or et la construction du chemin de fer transcontinental, une grande partie des travailleurs chinois, principalement des hommes, est arrivée aux États-Unis. Ces hommes, souvent originaires de la province de Guangdong, sont venus en quête de travail et d'opportunités économiques, mais très vite, ils ont été confrontés à des conditions de travail difficiles et à une discrimination systématique. En raison des lois restrictives et de l'hostilité raciale, ils ont été contraints de se tourner vers des secteurs où la concurrence était moins forte et où leurs origines ethniques ne les rendaient pas immédiatement indésirables. La laverie à la main est un secteur qui a offert une possibilité de travail, mais à un coût. Les propriétaires de laveries, presque exclusivement des Chinois, étaient souvent confrontés à des difficultés économiques et sociales dues aux préjugés raciaux, mais à des réglementations strictes et injustes. À la fin du 19e siècle, les laveries chinoises étaient omniprésentes dans les grandes villes comme San Francisco, New York et Chicago. Dans ce contexte difficile, les immigrants chinois se sont organisés pour défendre leurs intérêts. En 1902, une série de petites laveries à San Francisco a formé ce qui allait devenir la Chinese Hand Laundry Alliance. L'objectif principal de cette alliance était de protéger les intérêts économiques des propriétaires de laveries, d'améliorer leurs conditions de travail et de lutter contre la discrimination raciale, notamment celle des autorités locales et des concurrents non chinois. L'alliance avait un double rôle. D'une part, elle servait de plateforme de solidarité pour ses membres, partager des ressources, des informations et des stratégies face aux attaques extérieures. D'autre part, elle représentait un front unifié pour interagir avec les autorités et contester les lois injustes qui pénalisaient directement les laveurs chinoises. Le pouvoir juridique n'a pas tardé à se tourner contre la communauté chinoise, utilisant souvent la législation pour les exploiter. Dans les années 1880 et 1890, de nombreuses villes ont adopté des lois restrictives spécifiquement destinées à limiter les activités commerciales des Chinois. À San Francisco, par exemple, une ordonnance en 1880 a imposé des taxes élevées et des restrictions sur les laveries chinoises, des lois qui ne s'appliquaient pas aux autres groupes ethniques. Mais au-delà des lois spécifiques, c'est l'utilisation du système judiciaire qui a été une forme de persécution. La police et les autorités locales s'en prenaient systématiquement aux travailleurs chinois, les accusant de violations mineures de règlements de santé ou d'hygiène, souvent de manière arbitraire. À plusieurs reprises, des charges étaient portées contre les propriétaires de laveries pour des raisons futiles, comme des plaintes de voisins, souvent en raison de leur origine ethnique. La Chinese Hand Laundry Alliance a dû se battre contre cette criminalisation systématique. Elle a contesté de nombreuses amendes et fermetures de commerce devant les tribunaux. Malheureusement, dans de nombreux cas, le système judiciaire était biaisé contre eux. Les juges étaient souvent influencés par des préjugés raciaux et les affaires judiciaires se résumaient souvent à des décisions unilatérales sans réelle considération pour les preuves ni les conditions économiques dans lesquelles les propriétaires de laveries se débattaient. La Chinese Hand Laundry Alliance a non seulement servi de soutien économique et social, mais elle est devenue un acteur clé dans le combat juridique contre ces injustices. Les membres de l'Alliance se sont battus sur plusieurs fronts. Ils ont organisé des grèves, lancé des pétitions et, dans certains cas, ont défié les lois en justice.
Ils ont aussi cherché à gagner en légitimité en essayant de prouver qu'ils contribuaient positivement à l'économie locale. Cependant, le véritable tournant pour l'Alliance ne viendra qu'à partir des années 1920, lorsque des changements dans la politique d'immigration et des évolutions sociales commenceront à influencer la perception des communautés chinoises. Le climat juridique de plus en plus hostile a cependant rendu cette période extrêmement difficile pour les immigrants chinois qui, malgré leur contribution essentielle à l'économie des États-Unis, continuaient d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Si la Chinese Anglo Alliance a fini par disparaître après plusieurs décennies de lutte, son héritage reste important dans l'histoire de l'immigration et des droits civils aux États-Unis. L'Alliance a montré comment une communauté peut se défendre contre l'injustice légale et économique par l'organisation et la solidarité. L'histoire de cette organisation est également une illustration de l'importance de la justice pénale dans le traitement des minorités ethniques aux États-Unis. Ce n'est pas seulement une histoire de laverie, mais une histoire d'oppression systémique, de résistance et de changement. Les luttes de la communauté chinoise ont ouvert la voie à de futures réformes politiques d'immigration et des droits des travailleurs dans le pays. L'histoire de la Chinese Hand Laundry Alliance, une leçon importante sur la manière dont une communauté marginalisée peut se défendre contre les lois injustes et une criminalisation systématique. Bien que l'Alliance ait dû affronter une violence juridique, elle a prouvé qu'il est possible de s'organiser pour changer les choses, même face à des forces puissantes et bien établies. Aujourd'hui, leur héritage demeure une source d'inspiration pour ceux qui luttent contre l'injustice dans le monde entier. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un autre épisode où nous explorerons d'autres histoires méconnues mais essentielles.